Bonjour, je suis Hélène Fischbach, je suis directrice du Festival Quai du Polar de Lyon. Nous sommes réunis ici pour remettre la 6e édition du prix Polar en série, qui est décerné à un roman noir policier qui a été choisi pour ses qualités d'adaptation en série. C'est un prix sur lequel on travaille depuis 6 éditions. Qui s'insère vraiment dans la démarche globale de Quai du Polar de mettre en avant le polar français à la fois à l'étranger avec des aides et des mises en avant pour la traduction de romans français à l'étranger et également pour l'adaptation sur le petit et le grand écran. Alors ce prix s'intéresse évidemment particulièrement à l'adaptation du polar sur le petit écran, puisque c'est un prix décerné à des romans adaptables en série télé. Donc on est ravis de pouvoir à nouveau mettre en avant ce prix, jouer les passeurs entre le livre et le petit écran. C'est quelque chose qui est important pour nous. On remercie évidemment tous les partenaires du prix Polar en série, la SELF, qui est le partenaire principal depuis le départ de ce prix, Initiative Film, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, l'Institut français, Écran Total, tous les membres du jury et puis évidemment tous les éditeurs qui nous ont envoyé leur candidature. On en a eu énormément cette année, donc on les remercie d'être toujours aussi fidèles à ce prix. Et puis je vais laisser la parole à Élise Griffon qui représente la SELF, qui va vous dire un petit mot de l'implication de la SELF dans ce prix. Merci Hélène. Bonjour. La SELF, pour vous rappeler, est un organisme de gestion collective de droits d'auteur qui gère les droits des éditeurs lorsqu'ils ont des œuvres adaptées, principalement à la télévision, au cinéma, mais également au théâtre, à la radio. En parallèle à cette mission de perception de droits d'auteur et de répartition, la SELF a développé peu à peu des compétences pour organiser et soutenir des événements de promotion de l'adaptation audiovisuelle. C'est ainsi qu'on a été contacté il y a 6 ans par Quai du Polar, par le festival Quai du Polar, qui souhaitait collaborer. Et les réflexions, en fait, nous ont amené à créer une journée professionnelle axée autour de l'adaptation et spécifiquement autour de l'adaptation série télévisée, ce qui n'avait pas encore été fait à l'époque dans d'autres festivals. C'est ainsi qu'est né Polar en série. Et ça fait 6 ans que ça dure et la collaboration entre la SELF et Quai du Polar est quelque chose qui nous réjouit profondément. Et malgré les conditions un petit peu spéciales cette année, nous sommes extrêmement heureux d'être là et que les choses puissent se faire. Alors, merci beaucoup, Élise, et merci à la SELF qui nous accompagne depuis la première édition de ce prix Polar en série. Alors, avant de passer la parole à Isabelle Fauvel d'Initiative Film, qui va vous présenter avec les chargés de droit la sélection 2020 de Polar en série, on voulait évidemment dire un petit mot sur cette édition un peu particulière. On est évidemment assez triste de ne pas pouvoir accueillir tous les professionnels, auteurs et tous les gens qu'on a l'habitude d'accueillir chaque année dans le cadre notamment de Polar Connection, les rencontres professionnelles. Ça n'est évidemment que partie remise et on donne rendez-vous à tous les 3, 4 et 5 avril sur Internet, sur le site de Quai du Polar pour une première pour nous, puisque ce sera cette année une édition virtuelle de Quai du Polar avec de nombreux témoignages d'auteurs qui devaient être présents cette année. Et je passe donc maintenant la parole à Isabelle Fauvel pour Initiative Film. Dans ce contexte si particulier de confinement, Polar en série, pour sa 6e année, et pour ne pas perdre la possibilité de tenir une édition, s'est organisé pour vous proposer des pitchs audio. Et nous espérons que les présentations que vous allez entendre vous inspireront l'envie de lire et d'en savoir plus sur les ouvrages présentés. Mais avant tout, quelques mots sur le prix Polar en série, qui trouve une place naturelle au sein de ce formidable festival de Quai du Polar. Dès l'origine, les partenaires, la SELF, l'Institut français, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma et ma société Initiative Film
contribuent à cet événement. En amont, les choses se passent ainsi. Un appel à candidature est lancé par la SELF. Les éditeurs y répondent, plus ou moins nombreux chaque année. Cette année, plus de 65 titres nous ont été soumis et ont été livrés à un comité de lecture au sein des équipes des partenaires. Hélène Fisbach, Cécile Dumas, Sarah Guillaume pour Quai du Polar, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma avec Marie Legac et Emmanuel Bernard, sans oublier les lecteurs du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, Anne-Charlotte Kassab, Nassine Benallal, et aussi les étudiants de la Cinéfabrique que nous remercions. Sur la base de leur présélection, un jury de 8 professionnels représentant des métiers différents en lien avec la série est sollicité et se réunit en mars à Paris pour délibérer et choisir un lauréat. Le prix du polar le plus adaptable en série est né en 2015. Il a évolué au fil des années et continue d'évoluer. L'idée étant de permettre de repérer des ouvrages édités par des éditeurs de langue française susceptibles d'être adaptables en format sériel. Un petit fascicule est à votre disposition. Vous y trouverez des précisions sur cette initiative, des précisions sur les ouvrages en lice et les ouvrages des précédentes éditions encore disponibles en termes de droit. Cette année, 6 ouvrages, 5 romans, un roman graphique et des approches très différentes du genre. C'est à Frédéric Massard, qui représente ici les éditions de Noël, d'ouvrir notre session avec un titre autobiographique, Troadec et moi, d'Anaïs Denay. Bonjour, alors l'affaire Troadec est un fait divers hors norme qui a vu une famille entière, les 2 parents et les 2 enfants adolescents, disparaître avant que leur corps massacré ne soit retrouvé quelques jours plus tard. Le beau-frère du père, qui a avoué ce quadruple meurtre, sera jugé probablement en 2021. Mais Troadec et moi est plus que le récit de ce fait divers. Il s'agit avant tout de l'apprentissage de son métier par une jeune journaliste tout juste sortie de l'école, correspondance dans l'Ouest pour RMC et BFM TV, dans un univers jusqu'alors plutôt masculin et vieillissant. Pour sa première affaire, elle se prend de plein fouet la monstruosité de ce fait divers. Anaïs a une vingtaine d'années, elle est douée, ambitieuse et entend bien être à la hauteur de ce que ses employeurs attendent d'elle, de l'information inédite, le témoignage de personnes directement touchées par le drame. Elle fonce, s'impose, travaille dur, car elle sait que c'est l'occasion pour elle de faire ses preuves. Anaïs agit en solitaire alors que son compagnon, resté dans leur appartement à Nantes, vit sa vie quotidienne et la voit passer comme un électron libre. Anaïs connaît des moments d'euphorie lorsqu'elle obtient ce qu'elle veut, auxquels succèdent des moments d'abattement et de doute quand son ambition se heurte à son sens de l'éthique, car elle commet ce qu'elle appelle quelques franchissements de ligne et se demande si elle ne devient pas elle-même monstrueuse. Anaïs connaît également la peur. Lorsqu'elle traque un commentaire ou une réaction de personnes directement touchées par le drame, il peut s'agir du meurtrier lui-même. Elle se sent parfois menacée par des personnes au comportement très inquiétant. Anaïs s'investit au-delà du raisonnable, dormant peu, vivant dans sa voiture, le paye physiquement, mais fait également des rencontres, en particulier avec la mère du meurtrier présumé. Toutes deux ont noué une relation sincère et sont toujours en relation. Anaïs évolue sous nos yeux et sort changée de cette affaire. Ce récit autobiographique et sans filtre est ancré dans le territoire si particulier de la Bretagne. Il allie suspense et cas de conscience, tout en nous faisant découvrir la réalité du métier de journaliste, métier si proche de nous et pourtant si méconnu. En vous écoutant, on a le sentiment que cet ouvrage permet de faire le portrait en creux d'une certaine forme de journalisme et de ce que cela implique sur le terrain. Est-ce le cas ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on sent la pression que met la rédaction sur Anaïs pour avoir de l'information inédite et surtout des témoignages. Il cherche des témoignages très humains de gens qui sont directement touchés par le drame. Et ce que ça implique quand même, c'est qu'une jeune femme d'une vingtaine d'années doit quand même réunir suffisamment de courage. D'ailleurs, il y a des scènes qui sont très, très touchantes. Elle est dans sa voiture seule. Une quinzaine de minutes, elle se concentre avant d'oser aller sonner à des portes et trouver des familles affligées par ce drame et essayer, avec le plus d'humanité possible, de leur faire dire des choses sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils savent, etc.
Donc, ça place cette jeune femme dans une situation où l'éthique est sans arrêt questionnée. L'adaptation de ce récit semble pouvoir s'inscrire dans une série de genres, mais à votre avis, pourrait-il alimenter plusieurs saisons? Alors, je pense que cette série peut effectivement tout à fait s'inscrire dans le genre de la série noire, pour pas dire du film noir, ou avec une dimension même de thriller, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de moments où elle est en danger, où elle a peur, où tant qu'on ne sait pas qui est le meurtrier, ça peut être absolument n'importe qui. Donc elle, comme elle est au contact avec tous ces gens qui sont proches du drame, elle est possiblement en danger. Donc je pense que cette série peut tout à fait s'inscrire dans le genre. Et en même temps, on peut aussi envisager plusieurs saisons parce que ce qui est intéressant, au-delà de l'affaire Troadec, même si cette affaire est très documentée et très présente dans le récit, c'est surtout le personnage d'Anaïs et son apprentissage de son métier, l'évolution de son personnage. Donc, on peut tout à fait la voir sur d'autres affaires. Et d'ailleurs, quelques pistes existent dans le récit, puisqu'elle parle notamment de Notre-Dame-des-Landes, enfin d'autres choses qui sont très ténues dans le récit, mais qui peuvent donner des pistes pour le développement d'une seconde saison, voire de plusieurs autres saisons. Quittons désormais les enquêteurs journalistes pour nous retrouver avec des enquêteurs de la police. Patricia Roussel nous présente le dernier titre de Nico Takian, Celle qui pleurait sous l'eau, paru aux éditions Calman Levy tout récemment. Ce matin-là, en ouvrant le grand bassin de la piscine Pailleron, José Mendes, maître nageur, découvre le corps de Clara Delattre flottant entre deux eaux, les veines tranchées. Pour le commandant Omar Khan, envoyé sur les lieux avec son équipe, c'est évident, il s'agit d'un suicide. Pour Rhonda, sa coéquipière et petite amie, ce suicide cache quelque chose. Et l'interrogatoire du maître nageur ne fait que renforcer son intuition. Elle sent qu'il ne dit pas tout. L'autopsie ne révélant rien de concluant, Thomas est prêt à classer l'affaire. Mais Rhonda décide de poursuivre l'enquête contre l'avis de son supérieur. La visite au domicile de Clara lui laisse penser que cette jeune femme était pleine de passion courageuse, mais qu'elle cachait quelque chose, une souffrance, un secret peut-être. Il y a quelqu'un derrière la femme qui pleurait sous l'eau, Rhonda en est persuadée. Quelqu'un qui l'aurait poussée à se donner la mort. En parallèle, Thomas tente de sortir des griffes d'Ovidie Metzer, la nouvelle procureure, très ambitieuse, qui le soupçonne d'avoir commis le meurtre d'Antonin Belco, ancien lieutenant de l'IGPN, qui avait tenté de le faire tomber pour homicide volontaire et qui a été retrouvé mort récemment. Le cas de Thomas est d'autant plus compliqué qu'il est incapable de se souvenir de ce qu'il faisait la nuit du meurtre et n'est pas persuadé de sa propre innocence. Avec l'aide de Berthier, son mentor et ancien coach de boxe, il se lance dans une enquête parallèle à la limite de la légalité. Elle les mènera à un réseau de trafic de drogue dans les quartiers chauds de Paris. Le dénouement de l'enquête donne raison à Rhonda. Il y a bien quelqu'un derrière la souffrance de Clara qui la faisait pleurer sous l'eau. La découverte de son journal intime et d'une photo d'elle avec un homme les mène sur la piste du chirurgien André Desailly qui s'était occupé de Clara pour une opération du poignet et dont la femme s'était elle aussi suicidée quelques années plus tôt. Après un coup de bluff et une course-poursuite dans le métro parisien, Rhonda et Thomas réussissent à obtenir un aveu du chirurgien et à boucler l'enquête. En dehors des différentes manières de mener une investigation, qu'est-ce que ce livre révèle au lecteur? Surtout un sujet brûlant d'actualité, celui des violences faites aux femmes, avec un angle original car il s'agit ici des violences psychiques qui sont moins évidentes à élucider et plus qu'impossibles à défendre au tribunal, sachant qu'un suicide n'est pas un crime. Hein. C'est ce qui explique la procureure à Rhonda, avec toute l'impuissance et la colère de ces femmes qui tentent l'impossible pour aider celles qui sont dans la détresse. Nico Takian s'est d'ailleurs beaucoup documenté sur le sujet. Et outre l'enquête et le travail de la police,
Il y a aussi le personnage de la mère de Thomas qui mène son propre combat pour venir en aide à sa voisine, victime elle aussi de violences conjugales. Ces intermèdes pleins d'humanité dénoncent aussi la banalisation des violences faites aux femmes, rejoignent le quotidien d'une grande partie de la société malheureusement. Et à quoi tient le potentiel d'adaptation de cet ouvrage d'après vous? À son rythme principalement, qui alterne entre deux enquêtes parallèles, avec chacune son lot de révélations et de rebondissements qui construisent le suspense et peuvent être utilisés comme cliffhanger. Et aussi les personnages complexes, à l'identité très marquée, sont aussi, à mon sens, un grand point fort de ce polar qui mêle action et sensibilité, suspense et émotion dans un Paris contemporain. Avec Barbarie 2.0 d'Andrea Japp, nous sommes face à une pandémie, et la pandémie dont il est question ici est celle de la violence. Cet ouvrage nous est présenté par Delphine de la Panétrie, qui représente les éditions Flammarion. En France, au Canada, aux États-Unis, la criminalité explose. Les faits divers s'étalent dans les journaux. Dans ce contexte, Yann Lemadec, jeune analyste de la brigade d'intervention au ministère de l'Intérieur, est chargé d'enquêter sur le meurtre d'un ancien avocat général. Diplômé d'un master en chimie organique, le jeune homme de 29 ans est aussi fin psychologue qu'il peut être insolent. Son patron, Henri de Salvindon, lui demande d'axer son enquête sur la personnalité du professeur Alexandra Beaujeu, ancienne directrice du service neurologie d'un hôpital lyonnais. Quelques années plus tôt, le fils du médecin avait été torturé et assassiné par une bande de jeunes. L'avocat général, qui vient d'être assassiné, avait requis à l'époque une peine minimale contre les agresseurs. Le patron Diane est persuadé que le médecin a tué l'avocat général pour se venger. C'est quand il est convoqué le lendemain à la DCRI, la Direction générale de la sécurité intérieure, que Yann se rend compte que cette affaire est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. Parallèlement, nous suivons la correspondance de deux jeunes malades qui répondent au pseudonyme d'Apollo et Artémis et dont le contenu a de quoi surprendre. En effet, les deux jeunes analysent, l'un sur le continent américain, l'autre en Europe, les statistiques de la criminalité, décryptent et retranscrivent des conférences ayant pour thème l'homme et la violence. Chacun de leurs courriels se termine par « L'automne est là et l'hiver arrive, il durera ». Phrase qui fait penser à ces slogans utilisés dans les sectes comme dans la Servante écarlate. La jeune Artémis, atteinte d'une myopathie sévère, suit un programme illégal en Belgique dans une clinique dirigée par le professeur Thierry Janssen, ancien élève du professeur Alexandra Beaujeu. Comme par hasard. En même temps qu'il dirige sa prestigieuse et fructueuse clinique qui soigne les grands de ce monde, il a mis au point une thérapie génique pour lutter contre la dégénérescence neurologique et travaille sur les origines de la violence. Bloqué dans son enquête, Yann va faire appel à sa collègue Lucie Dormois. Discrète, solitaire, toujours affectée par un divorce difficile, cette spécialiste du dark web va découvrir petit à petit les liens qui unissent l'avocat général assassiné, Alexandra Beaujeu et Thierry Janssen, mais aussi le patron de la DCRI. La justice, la science et le pouvoir. Au regard des intrigues, des multiples sous-intrigues de ce récit, où d'après vous se situe la vraie richesse de cet ouvrage? Alors, à de nombreux égards, on peut relever un foisonnement de lieux, de points de vue, d'informations scientifiques, de faits divers réels qui offrent une possibilité de série en plusieurs saisons. Et le livre est très documenté. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus comment le travail de l'auteur s'est articulé? Alors, durant 2 années, l'auteur a réuni de nombreuses affaires criminelles réelles qui illustrent l'inquiétante progression de la violence gratuite. Elle s'est intéressée aux récentes études en neurosciences, elles sont toutes citées dans le roman d'ailleurs, en notes. Donc, études qui sont consacrées aux dysfonctionnements comportementaux, aux addictions et à la suragressivité. L'auteur a une formation de docteur en biochimie, toxicologue de recherche, et se révèle à la pointe des dernières découvertes scientifiques avec ce thriller contemporain pré-apocalyptique. Les racines de la Barbarie 2.0 sont abordées sous un angle neurobiochimique, mais également économique, car à travers ce roman, on découvre que la violence est aussi un juteux marché. Épidémie, cette fois, est des plus originales qui touchent les jeunes filles. Un ouvrage de la littérature jeunesse, féline, de Stéphane Servant, que Johanna Brock des éditions du Rouergue va nous présenter.
Bonjour, je m'occupe en effet de la session des romans jeunesse chez Rouergue et je vais vous présenter Féline. Louise, le personnage principal de roman, est une lycéenne française d'aujourd'hui. Louise a subi un double traumatisme il y a 1 an. Sa mère vient la chercher après une soirée où elle s'est fait violer. En se disputant dans la voiture, elle souffre un accident. Louise perd sa mère dans l'accident et se sent mal. Un jour où Louise et ses camarades se préparent pour aller en cours de police, une élève refuse de sortir des vestiaires. Quand Louise vient la récupérer, la jeune fille dévoile son corps couvert de poils devant toute la classe. Quelques films et la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Elle devient alors la cible des moqueries et d'insultes et elle se suicide. Mais dans les semaines qui suivent, beaucoup d'autres adolescentes en France et dans le monde subissent les mêmes changements corporels. Leur corps se couvre de fourrure, leurs sens deviennent plus aiguisés, leur force et agilité se décuplent. Et Louise vit la même mutation. Les gens en général et le gouvernement en particulier prennent peur. L'angoisse s'installe et le suspense s'instaure. D'où vient ce phénomène? Ces filles sont-elles malades? Est-ce que c'est contagieux? Le gouvernement, incarné par 2 agents, mène l'enquête. Les médias n'hésitent bien sûr pas à participer à l'escalade de la peur et le parti d'extrême droite, la Ligue de la Lumière, prend des mesures draconiennes. Le gouvernement instaure des centres d'enseignement pour ces filles. Mais ça va aller plus loin encore. Elles doivent se couvrir le corps et la tête de vêtements blancs et seront par la suite internées dans des camps. Il y a même ceux qui les pourchassent dans la rue pour le plaisir de leur faire mal. Et Louise et son amoureux Tom en font les frais et Tom se retrouve à l'hôpital. Louise et les autres Félines, comme on les appelle, sont écœurées par la tournure des événements. Certaines, exclues de leur famille ou obligées de quitter leur foyer pour protéger leur famille, vont se regrouper, se cacher et mener des actions pour leur liberté et acceptation. Un jour, quand on refuse l'accès au lycée à Louise, au prétexte qu'elle n'est plus normale, elle se déshabille entièrement devant la foule et raconte son passé douloureux. Et Louise devient, malgré elle, le visage de la révolte grâce à son courage. Son action devient le début d'une grande rébellion, le moment où Louise et les Félines s'engagent pour la liberté de tous d'être acceptés comme nous sommes. Féline est un roman très visuel, contemporain et passionnant, qui nous met en face de notre peur de l'inconnu et qui raconte la dérive de toute une société. Donc des thèmes à la fois d'actualité et universelle, parfait pour une série fantastique où le suspense tient en haleine les spectateurs. Merci Johanna. Nous avons bien saisi que les adolescentes face au changement corporel extrême sont les héroïnes de ce roman, mais y a-t-il également des adultes dans ce récit? Oui, bien sûr, il y a plusieurs adultes. Si je prends quelques exemples, il y a le père qui au début est complètement désemparé face aux mallettes de Louise, mais qui petit à petit va gagner la confiance de Louise et qui va la soutenir à 100% dans sa lutte. Et puis, il y a aussi la petite amie du père qui a un rôle un peu plus ambigu, je dirais. Louise ne lui fait pas entièrement confiance. Et puis, il y a les 2 agents qui apparaissent souvent et à des moments le plus improbables. C'est un élément inquiétant parce qu'on ne sait pas trop qui ils sont et de quel côté ils sont. Et puis, il y a l'amoureux de Louise Tom, qui finalement est un adulte parce qu'il a déjà dépassé les 18 ans. Et l'auteur de cet ouvrage n'en est pas à son premier roman jeunesse. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur lui? Stéphane Servant, il a écrit une dizaine de romans jeunesse pour les 10-12 ans et pour jeunes adultes. La plupart de ces romans pour jeunes adultes sont publiés au Rouergue et ils sont un grand succès tant au niveau de vente et qu'au niveau de prix. Sirius, son précédent roman, a remporté plusieurs prix et Féline est déjà sélectionnée pour une dizaine de prix en France. Stéphane Servant, il traite toujours des sujets importants et parfois même métaphysiques. Il a les dons de décrire des personnages forts et originaux. Et puis son langage a souvent un côté très poétique et ses romans font souvent référence aux contes. Ils ont tous un côté merveilleux. Personnage féminin, encore une fois, au cœur du récit. Delphine Clos, qui représente les éditions Bragelonne, nous parle de Sang, dont l'auteur, Johanna Gustafsson, malgré son nom, est française d'origine catalane. Alors, Sang est le dernier opus des enquêtes d'Émilie Roy et d'Alexis Cassel. C'est la série littéraire que vous auriez aimé pouvoir regarder pendant cette période de confinement. Tout comme les 2 précédents romans de Johanna Gustafsson, Sang est un thriller très habilement construit sur une alternance entre passé et présent, entre l'histoire avec un grand H et une affaire criminelle contemporaine.
Difficile de vous résumer ce livre, c'est un véritable mikado d'intrigue. Je vais donc simplement vous mettre dans l'ambiance, si je puis dire. De nos jours, en Suède, la famille Lindbergh est retrouvée poignardée à mort, langue coupée, mains liées, dans sa luxueuse villa. Kerstin et son mari dirigeaient une clinique spécialisée dans la PMA. Leur fille aînée est la 3e victime. Cette famille, c'est celle d'Aliénor, leur fille cadette. Un personnage déroutant, toute jeune recrue de Scotland Yard où elle travaille comme analyste. Aliénor est la protégée de la profileuse Emily Roy, une célibataire taciturne d'une 40aine d'années, à l'esprit affûté et au corps menu de sportive. Toutes deux se rendent sur place en Suède, rapidement rejointes par Alexis Cassel, avec laquelle Emily collabore régulièrement. Alexis ne fait pas partie de la police, c'est une écrivaine française spécialisée dans les tueurs en série. Aussi charmeuse qu'Emily est abrupte, elle est très fine psychologiquement. Aux côtés du commissaire Bergström, qu'elles connaissent bien, notre trio remonte le cours de ces événements macabres. Leur enquête les conduit à exhumer d'autres meurtres similaires et, dans le même temps, à découvrir les dessous scandaleux des performances de cette clinique de PMA. En parallèle, nous plongeons dans le Madrid des années 40, celui de l'Espagne franquiste, au cœur des prisons et des orphelinats où sont enfermées les familles des résistants opposés à Franco. Nous suivons sur 10 ans le quotidien d'un groupe de 5 fillettes. À hauteur d'enfants, nous vivons les épreuves et les espoirs de ces orphelines soudées dans le malheur, une survie qui se paiera très cher. En apparence, aucun lien entre ces deux histoires. Si ce n'est, peut-être, cet inconnu dont nous découvrons par de courts chapitres le dialogue intérieur, sans savoir si cette narratrice est victime ou bourreau, morte ou vivante. Ce n'est qu'à la toute fin du roman que l'on comprendra le maillage invisible de ces 3 récits, dont le dénouement nous laisse sans voix. Ce qui tisse les fils de ce récit est visiblement une forte thématique féminine. Oui, la famille et les femmes sont effectivement au cœur du 3e opus de cette série. Ce roman est un véritable puzzle qui met en scène désir d'enfant, liens familiaux à vif, solidarité féminine, méthodes scientifiques discutables, secret des origines, relations mère-fille, vengeance et autres trahisons, le tout décortiqué par 3 enquêtrices très différentes les unes des autres. La thématique féminine domine entièrement ce roman. Et si j'ai bien compris, la trilogie est un succès international. Comment l'expliquez-vous ? Il y a des ingrédients totalement addictifs dans les enquêtes d'Emily Roy et d'Alexis Cassel. D'abord, des héroïnes travaillant en profondeur, tout en contraste, une exigence quasi documentaire dans la reconstitution du passé, que ce soit l'Espagne franquiste ici ou le Londres de Jack l'Éventreur dans le précédent roman, et bien sûr une mécanique de thriller ultra efficace. On comprend pourquoi cette série a été vendue dans plus de 20 pays dès le 1er tome. Terminons sur une note plus légère. Le seul roman graphique de la sélection, le Guide mondial des records de Tonino Benacquista et Nicolas Barral, présenté par Laurent Duvaux et publié aux éditions d'Argo. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va parler de Paul Baron. Paul Baron, c'est un employé modèle tout à fait ordinaire, parfaitement moyen, âge moyen, taille moyenne, QI moyen, force moyenne. Vraiment, il n'a rien d'exceptionnel. Et il est bien placé pour le savoir parce qu'en fait, il travaille au Guide mondial des records. Et c'est lui qui est censé homologuer les records humains et animaliers. Alors, son boulot tous les jours, c'est de recevoir des dizaines de lettres, des centaines de mails de candidats plus ou moins loufoques, la femme aux ongles les plus longs du monde, le club qui a fait rentrer 19 personnes dans une Smart, même pas un jour de grève, ou alors l'homme qui fait pousser la plus grosse courgette du monde. Vous voyez, le rêve de tous ces gens, c'est faire partie de la prochaine édition de ce Guide mondial des records. Alors, beaucoup trouvaient ce job très amusant, surtout s'ils étaient cyniques, mais pas Paul. Paul, c'est un bon gars. Et le plus souvent, quand il se déplace dans les 4 coins de la France, c'est pour constater officiellement le record, mais c'est surtout pour briser des espoirs, parce que dans 99% des cas, c'est du grand n'importe quoi. Et à chaque fois, il va trouver les mots justes pour réconforter ses déçus, même quand ça lui pèse. Lui, il rêve que ces gens se défoncent pour leurs voisins et fassent des vraies prouesses humaines, pas juste ce concours de performances stupides ou vaniteuses. Mais un jour, il reçoit une annonce intrigante, enfin plutôt inquiétante. Un homme lui annonce qu'il a l'obtention de devenir le plus grand serial killer au monde avec son nombre de victimes. Paul, qui a l'habitude des menaces, est sûr que ce n'est pas du bluff. Il pense même qu'un futur tueur en série vient de lui écrire. Alors, il court à la police, mais là, on ne le prend pas du tout au sérieux.
Donc, on lui demande d'aller jouer avec ses petits copains. Mais quelques jours plus tard, on retrouve un premier corps dans un étang, exactement comme l'homme mystérieux ou la femme l'avait indiqué. Alors, plus le temps passe, plus les annonces s'enchaînent, les cadavres s'accumulent. Si la presse n'a pas encore relié les points, la police est complètement dépassée. Et maintenant, Paul reçoit directement des menaces. S'il ne valide pas très vite le record du meurtrier, ses proches, il n'en a pas beaucoup, et lui seront les prochaines victimes. Paul décide de faire appel à ses amis. Agnès, une aspirante rocker-woman dont il est secrètement amoureux. Benjamin, un adolescent autiste, a une mémoire photographique prodigieuse, mais qui fonctionne au tagada. Et le Big Jake, l'homme le plus fort du monde, qui va devenir le garde du corps de cette nouvelle équipe. Avec cette agence presque tout risque, Paul va tenter d'identifier le coupable avant qu'il soit trop tard et surtout mettre fin à ce record meurtrier avant d'y passer à leur tour. Voilà. C'est un thriller atypique, un casting incroyable et un mélange fascinant de tension et d'humour qui offre vraiment une aventure originale qui peut donner lieu à plein de suites. Merci Laurent. Avec ce ton et ce qui pourrait constituer une arène fantastique pour une série, ma question tout de suite, ce serait la question du format. En fait, c'est très ouvert. Aujourd'hui, on peut travailler soit en mini-série avec une grosse affaire qui s'étale sur plusieurs épisodes, comme on peut aussi faire un case of the week, c'est-à-dire faire une espèce de procédurier, un peu comme aux États-Unis. Donc, imaginez soit un cran Astrid et Raphaël, soit un Mission Impossible de bras cassés, ou alors la série américaine Scorpion, et vous remplacez les génies aspergés par des records du monde assez inutiles, qui peuvent en plus varier selon les épisodes. Et quand on parle des auteurs, vous l'avez cité tout à l'heure, le grand Tonino Benacquista qui a écrit Saga et que tout le monde collait, et son acolyte Nicolas Barral. En fait, ensemble, ils ont vraiment fait une fable humaine et généreuse qui parle beaucoup sur nos contemporains et sur la dictature des 15 minutes de gloire qui passe aujourd'hui par tous les réseaux sociaux et qui fait que tout le monde doit paraître pour exister. Et c'est comme tout ce que fait Tonino, très drôle avec plusieurs niveaux de lecture. Si je peux partager un scoop pour terminer, leur précédent ouvrage, notre roman graphique s'appelle Les Cobayes, qui est le même format, est en cours d'adaptation en série télévisée, plusieurs saisons on l'espère, en tout cas en Angleterre pour y faire une série internationale. Donc espérons que ce soit de bon augure pour le guide mondial des records. Et le jury du prix Polar en série cette année était composé de, par ordre alphabétique, Michel Abouchala pour Écran Total, Joachim Vasselot pour France TV, Jimmy Desmarais pour Netflix, Gaia Guasti, scénariste, Isabelle Huige pour Arte, Vera Peltekian pour Canal+, et Fanny Rondeau pour la société Elephant Story. Et le dernier membre du jury que je n'ai pas encore cité est Dominique Moll, réalisateur. Dominique Moll qui a réalisé Seules les bêtes, une adaptation du livre éponyme de Colin Niel, qui était le lauréat 2017 du prix Polar en série. C'est donc à Dominique Moll, tout naturellement, que nous avons eu envie de donner la parole pour nous présenter le lauréat de ce prix 2020. Oui, tout à fait. Moi aussi, j'étais ravi de participer à ce jury. Les échanges et les débats étaient passionnants. Et nous sommes très heureux de remettre le prix Polar en série au roman Féline de Stéphane Servan. C'est un roman qui nous a énormément plu, aussi bien par sa forme que par son contenu, et aussi par son potentiel d'adaptation en série, puisque c'est quand même le critère de ce prix. Donc, ce n'est pas un roman policier dans le sens classique du terme, on l'orgne plutôt vers le fantastique, mais il nous a semblé que l'ambiance pleine de mystère et d'inquiétude que crée Stéphane Servan a quand même à voir avec le polar ou le roman noir. Il y raconte comment, dans une ville économiquement sinistrée, des adolescentes vont subir d'étranges mutations, ce qui va provoquer toute une série de réactions à un niveau individuel, mais aussi sociétal. Le roman a une grande force d'évocation visuelle. D'ailleurs, dans son exploration du malaise adolescent, il nous a fait penser à l'univers du roman graphique Black Hole de Charles Burns. Comme je le disais au début, on a trouvé qu'il y avait un vrai potentiel de série, avec ce phénomène étrange qui s'empare petit à petit de cette ville de province sinistrée, mais assez banale, et qui va prendre de plus en plus d'ampleur et toucher la vie de plus en plus de personnes. Donc, il y a une arène, il y a une intrigue qui se déploie, il y a des personnages complexes et attachants, tous les ingrédients qu'il faut pour une bonne série. Voilà. Je voulais aussi préciser que Féline fait partie de ce qu'on appelle la littérature de jeunesse.
et qu'on était plusieurs membres du jury à souligner qu'il s'y passe des choses passionnantes avec des auteurs très doués comme justement Stéphane Servan. Nous sommes donc également très heureux de donner ainsi un coup de projecteur à ce genre et à ses auteurs. Voilà, et maintenant j'ai le plaisir de laisser la parole au lauréat, Stéphane Servan. Bonjour, je suis Stéphane Servan, l'auteur de Féline, publié aux éditions du Rouergue. Je suis évidemment très heureux d'avoir reçu ce prix Polar en série pour Féline. D'abord parce que c'est un prix particulier qui est remis par des professionnels de l'audiovisuel, et puis parce que je suis aussi, à titre personnel, un grand amateur de séries. Et bien évidemment, j'aimerais que mon texte, que mon roman soit adapté en série télé. C'est une super opportunité. Au nom de toute l'équipe de Quai du Polar, je voulais tout d'abord féliciter Stéphane Servan, lauréat du prix Polar en série 2020, remercier tous les partenaires qui nous permettent de monter chaque année ce prix, remercier les membres du jury qui ont accepté de se prêter cette année à la lecture des 6 titres sélectionnés, et puis remercier également les chargés de droit des maisons d'édition qui nous ont préparé ces petites présentation des textes sélectionnés, et puis vous signaler que le livret Polar en série dans lequel vous retrouverez la sélection de ces 6 titres sera disponible sur le site de Quai du Polar dans la page Polar Connection, les rencontres professionnelles du festival.